Benjamin Netanyahou tente-t-il de saboter le cessez-le-feu dans la bande de Gaza? Le plan Trump est-il voué à l'échec? Dimanche 19 octobre, un bombardement israélien a tué 45 personnes dans l'enclave palestinienne. Lundi 20 octobre, hier, le Premier ministre israélien a lui-même reconnu avoir largué 153 tonnes de bombes sur différentes parties de la bande de Gaza. Avec nous pour en discuter, Pierre Barabancé. Pierre, comment tu vas? Bien, très bien, merci. Pierre, tu es grand reporter au service Monde de l'Humanité, spécialiste notamment du Moyen et du Proche-Orient. Peut-être d'abord, est-ce que tu peux nous faire un petit rappel, un petit point sur ce qui s'est passé ce week-end dans la bande de Gaza? Écoutez, ce qui s'est passé ce week-end dans la bande de Gaza, c'est que d'abord les habitants de Gaza, parce que je crois qu'il faut d'abord parler d'eux qui sortent ou qui essayent de sortir de 2 ans de tentatives génocidaires à leur encontre. Donc un certain nombre de Gazaouis ont essayé de revenir chez eux. Et si ce n'est chez eux, en tout cas, c'est là où ils habitaient auparavant, parce que vous savez que la bande de Gaza est détruite à plus de 80%. Donc, en général, quand ils reviennent, ils retrouvent surtout des ruines. Et donc, ils essaient de s'installer, ils essaient de retrouver une vie, de trouver des tentes, de trouver un abri pour essayer de se remettre là où ils étaient, montrer leur résilience, c'est-à-dire leur volonté de continuer à exister sur la bande de Gaza. Mais ce qui s'est passé aussi, surtout, c'est bien sûr les tensions qui continuent à exister dans la bande de Gaza. Vous savez que c'est pas parce qu'on décrète un cessez-le-feu que celui-ci s'installe automatiquement et totalement à 100%. Donc c'est toujours à ces moments-là, dans cette période-là, qu'on peut craindre le pire. Donc notamment parce que le Hamas et Israël s'accusent mutuellement d'avoir attaqué. Donc Israël dit on a été attaqué à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et donc on a répliqué. Donc la réplique israélienne s'est évidemment immédiatement décuplée, centuplée par rapport à l'action initiale, si tant est qu'elle ait existé, puisque le Hamas, lui, dément toute attaque contre l'armée israélienne. Mais pendant ce temps-là, l'armée israélienne a de toute manière, dans le cadre de la première phase de ce plan Trump, a installé ce qu'elle appelle sa ligne jaune, la Yellow Line en anglais, qui en fait est matérialisée par des espèces de panneaux de signalisation en plastique jaune, dans laquelle est censée ne pas être franchie par les Palestiniens, les pauvres Palestiniens qui se déplacent comme ils peuvent et qui, des fois, évidemment, peuvent louper ces espèces d'indications. Et donc, un certain nombre d'entre eux ont été tirés comme des lapins par l'armée israélienne. Et donc, il y a eu aussi des incidents dans le nord de la bande de Gaza. Donc, tout ça fait craindre aussi beaucoup de tensions dans les jours à venir et des craintes, évidemment, sur le cessez-le-feu et donc d'une reprise de la guerre. Tu parles de cette ligne jaune. Elle est où, cette ligne jaune? Qu'est-ce qu'elle délimite? Elle délimite en fait l'armée israélienne qui occupe encore, je crois, 70% de la bande de Gaza, a fait un premier retrait, puisque ce qui est prévu normalement, c'est plusieurs retraits de l'armée israélienne. Ce qu'on ne sait jusqu'où, on ne sait pas exactement, puisque Benjamin Netanyahou a déjà fait savoir qu'il n'était pas question pour lui que l'armée israélienne se retire totalement du territoire palestinien. Et donc, c'est un premier retrait sur cette ligne, qui est une ligne qui est nord-sud, en fait, par rapport à la bande de Gaza, qui divise, pas en moitié, mais qui divise en un tiers, deux tiers, en quelque sorte, la bande de Gaza. Le dernier retrait se fera où? Pour Netanyahou, c'est une enveloppe qui va entourer la bande de Gaza, mais à l'intérieur du territoire même, donc même pas en territoire israélien, dans lequel stationnerait l'armée israélienne, et englobant évidemment ce qu'on appelle le corridor Philadelphie, c'est-à-dire cette zone frontalière entre la bande de Gaza et l'Égypte, où se trouve le passage de Rafah, par lequel on attend le passage de toute l'aide humanitaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque Israël, malgré les promesses et malgré les pressions états-uniennes, continue à maintenir la fermeture de ce passage. On va revenir juste après sur justement le point de passage de Gaza, mais avant, je voulais juste te rappeler, tu rapportais dans ton papier parce qu'on parlait de la ligne jaune, et tu disais que des fois, c'était difficile pour les Palestiniens et les Palestiniennes de la voir. Et donc, dans ton papier, tu rapportais que vendredi, les soldats ont pris pour cible un bus tuant 9 personnes d'une même famille, dont des enfants, sous prétexte qu'un véhicule suspect était en train de franchir cette ligne jaune. Donc, effectivement, cette ligne jaune a des conséquences très réelles. À propos du point de passage de Rafah, effectivement, c'est un des enjeux de l'accord, du plan Trump. On y reviendra. Pourquoi Israël refuse d'ouvrir ce point de passage?
Donc on le rappelle, le point de passage Alors, de Rafah, c'est au sud de la bande de Gaza, c'est un passage entre l'Égypte et la bande de Gaza. voilà, c'est une zone frontière, en fait, avec un poste frontière égyptien, une espèce de petit no man's land, et qui aboutit à la partie palestinienne, si vous voulez. Vous savez que historiquement, en fait, Rafah a été coupé c'est un village qui a été coupé en deux, dont une partie se trouve maintenant en Égypte et une autre partie dans les territoires palestiniens. Mais bon, ce village de Rafah en Égypte, c'est plutôt des hameaux qu'autre chose aujourd'hui. Israël, en fait, utilise ce passage de Rafah comme une arme encore, une nouvelle fois, comme une arme de guerre, en prétextant que le Hamas n'a pas respecté totalement les éléments de la première phase, à savoir rendre tous les corps des Israéliens qui étaient détenus dans la bande de Gaza jusqu'à maintenant. On pense qu'il y a encore une quinzaine de corps qui n'ont pas été rendus, et notamment, explique le Hamas, parce que 2 ans de guerre, beaucoup de corps sont maintenant sous les décombres ou sous les gravats, et qu'ils attendaient le passage de véhicules ou d'outils par la Turquie pour venir dégager ces corps. Or, le passage de Rafah, pardon, étant fermé, ce matériel-là ne parvient pas jusqu'à la bande de Gaza pour récolter les corps. On pourrait remarquer au passage d'ailleurs qu'il y a 15 corps israéliens détenus à Gaza, mais l'armée israélienne, elle, détient près de 400 corps palestiniens, et ça depuis des décennies. Donc vous voyez que les corps, les cadavres sont des monnaies d'échange aujourd'hui dans cette zone. Et est-ce que ces corps de Palestiniens que détient Israël, est-ce que ça fait aussi partie de cet échange? Est-ce que c'est une clause de l'échange ou est-ce qu'on n'a aucun espoir de les voir revenir, que les familles récupèrent les corps de leurs proches? Non, non, ça fait partie de l'accord. Alors, pas tous, il y a un certain nombre de corps qui ont déjà été rendus, mais il faut savoir que ça existe depuis tellement longtemps qu'il y a même en Israël, même pour des corps de Palestiniens, ce qu'on appelle des cimetières sans nom. C'est-à-dire qu'il y a des tombes avec des numéros, et pour beaucoup, on ne sait même plus qui ils sont exactement, parce qu'ils ont été enterrés par l'armée d'occupation et ont créé ces cimetières-là, donc sans rendre les corps. Et d'ailleurs, il y a souvent des articles, j'avais moi-même pu constater il y a plusieurs années de ça, que quand certains corps avaient été rendus, mais ils avaient été comme s'ils avaient été autopsiés. Et on pense notamment qu'il y a eu des organes qui ont été prélevés, notamment pour être utilisés. Je voudrais juste revenir sur un truc. Tu disais que donc une des clauses de cet accord du plan Trump, c'est que les corps des otages israéliens détenus par le Hamas soient rendus à Israël. Sauf que tu dis qu'en fait, il y a une quinzaine de corps qui sont encore, à mon avis, sous les décombres dans la bande de Gaza, qui est en ruine. Qu'il faudrait en fait des machines, des outils de chantier pour réussir à dégager les gravats pour les récupérer, mais que Israël empêche ces outils de chantier, ces machines de rentrer. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Est-ce que Israël empêche sciemment les outils de chantier de rentrer pour justifier le fait que les corps des otages ne soient pas rendus? C'est un peu fou quand même cette histoire. C'est un peu fou, et c'est effectivement la conclusion à laquelle on peut arriver en faisant ce constat. C'est-à-dire qu'Israël demande la restitution des corps, le Hamas dit d'accord, mais pour vous restituer les corps, nous avons besoin de ce matériel qu'importerait la Turquie dans la bande de Gaza, et Israël empêche ce matériel d'entrer. Donc chacun peut tirer les conclusions qu'il veut, d'autant plus qu'on sent bien que Benyamin Netanyahou n'est pas très, très preneur de ce cessez-le-feu. C'est un peu un cessez-le-feu contraint et forcé qu'il a été obligé d'accepter. Et d'ailleurs, je rappelle que Israël n'était pas à Sharm el-Sheikh en Égypte lors de la signature du cessez-le-feu la semaine dernière. Or c'est un des principaux protagonistes. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des craintes, y compris aux États-Unis, y compris à la Maison-Blanche, que Benyamin Netanyahou veuille se débarrasser de ce cessez-le-feu et puisse trouver l'occasion de reprendre la guerre. Peut-être comme on parle du cessez-le-feu et comme on parle des Américains, c'est peut-être le moment de faire un petit rappel sur les clauses de cessez-le-feu, sur les clauses finalement du plan Trump. En fait, il y a 3 phases. Est-ce que peut-être tu peux nous rappeler rapidement quelles sont ces 3 phases et quels critères elles doivent respecter pour avancer?
La première phase qui commence à se terminer en réalité, c'était l'échange de prisonniers, des prisonniers israéliens détenus à Gaza et de prisonniers palestiniens détenus, on dit en Israël, mais certaines prisons se trouvent aussi dans les territoires palestiniens d'ailleurs. Donc il y avait cet échange-là, plus les corps des captifs israéliens. Cette première phase n'est pas terminée, donc on voit bien, on vient d'en parler, on voit bien pourquoi ça n'est pas encore terminé, notamment parce qu'il y a 15 corps qui n'ont pas été rendus à Israël. Et donc, la deuxième phase ne peut pas se mettre en place officiellement. Bien sûr, il commence à y avoir des discussions sur cette deuxième phase. La deuxième phase qui concerne le retrait israélien et le désarmement du Hamas. Donc, ce ne sont pas des petites questions, puisqu'il y a évidemment des accords là-dessus. Notamment parce que le plan Trump prévoit la mise en place d'une espèce de force d'interposition qui serait constituée notamment de soldats égyptiens, turcs et qataris. Donc vous voyez là aussi, il peut y avoir une différence d'appréciation entre les États-Unis et Israël. Les États-Unis ayant besoin d'avoir des accords avec les pays arabes, notamment pour les questions énergétiques dans la région, et notamment avec les pétromonarchies. Et en même temps, les États-Unis, en intégrant notamment la Turquie, fait en sorte que notamment le poids de chacun dans cette région soit un peu plus rééquilibré en quelque sorte, notamment puisqu'il y a une espèce de concurrence entre la Turquie et l'Arabie saoudite sur la domination des sunnites au Moyen-Orient. Et en même temps, on sait que le Qatar et la Turquie sont deux pays proches du Hamas, donc c'est permettre aussi un certain nombre de canaux de continuer à exister pour faire passer des messages, même si, et c'était assez remarquable, c'est-à-dire remarqué, le fait que Jared Kushner, donc le gendre de Donald Trump, et son envoyé spécial Witkoff aient discuté directement avec le Hamas la semaine dernière, avant l'accord du cessez-le-feu, et notamment avec un des dirigeants du Hamas qui avait été visé par les frappes israéliennes au Qatar. Donc cette deuxième phase, il y a évidemment des discussions qui ont lieu, mais qui sont plus officieuses, puis encore une fois, parce que la première phase n'est pas terminée. Cette question du désarmement, le Hamas a dit pas question de désarmer, en tout cas pas dans n'importe quelle condition. Et notamment, cette condition, c'est à qui rendre les armes et quel type d'armes pourrait être rendu. Quant à la troisième phase, elle est beaucoup plus nébuleuse, puisque dans les 20 points qu'avait présenté Donald Trump le 19 septembre dernier, le 29 septembre dernier, pardon, on parlait de l'autodétermination du peuple palestinien, mais sans beaucoup plus de précision. Et quand on voit qu'aucun mécanisme n'est mis en œuvre pour cette autodétermination, qu'il n'est pas fait état de la solution à deux États, justement, que l'armée israélienne et les colons israéliens continuent à se déchaîner en Cisjordanie en vue d'une annexion possible de ce territoire, notamment en empêchant aujourd'hui les paysans palestiniens de procéder à la cueillette de leurs olives. On a beaucoup de craintes sur cette troisième phase, d'autant plus que vous voyez bien que depuis la signature de ce cessez-le-feu, tout est fait pour que les pressions qui avaient été exercées, notamment par les peuples du monde qui ont manifesté dans tous les pays, qui ont permis cette avancée-là en réalité et qui ont permis l'arrêt de la guerre, puisque Donald Trump se trouvant isolé, s'est dit qu'il fallait mettre un terme à tout ça. On essaie aujourd'hui de desserrer les taux. L'Union européenne remet en cause les possibles sanctions qui pourraient être prises contre Israël. La France, qui a reconnu l'État de Palestine, ne prend aucune mesure pour essayer de faire en sorte que cet État puisse exister. Donc, vous voyez, on n'est pas encore à la deuxième phase et la troisième phase paraît très loin, très, 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 très floue. Puis même sans parler de la troisième phase, même la deuxième phase paraît un petit peu difficile à atteindre, puisque tu le disais, une des conditions, c'est le désarmement du Hamas, et le Hamas dit non, en tout cas pas sous n'importe quelle condition, à qui, tu l'as dit. Et puis tu parlais aussi du retrait des troupes israéliennes, et là aussi, Benjamin Netanyahou a dit que en fait, les troupes israéliennes ne se retireraient pas complètement de la bande de Gaza. Donc, avant même de parler de la troisième phase, qui, comme tu l'as dit, paraît très floue, très nébuleuse, même la deuxième phase a l'air déjà compliquée d'atteindre, quoi. Oui, c'est ça. Mais donc on en est là, et donc c'est pour ça que
que Benjamin Netanyahou joue sur cette phase, sur cette période-là qui est quand même la plus compliquée, puisque je rappelle qu'au mois de janvier dernier, il y avait déjà eu un cessez-le-feu qui avait eu lieu, que Benjamin Netanyahou a brisé, a violé carrément au bout de plusieurs semaines, mais que là aussi, pareil, il y avait plusieurs phases qui étaient prévues et on n'a pas dépassé le stade de la première phase. Donc tout le monde est très inquiet et je pense que tout le monde est très inquiet, y compris l'allié américain, puisque le vice-président américain J.D. Vance arrive aujourd'hui, ce matin, là, à l'heure où je vous parle, arrive en Israël, et pas simplement pour serrer la main de Benjamin Netanyahou. Je pense que les discussions vont être un petit peu plus sérieuses, parce que même si j'en crois la presse israélienne elle-même, et notamment le Didiot Aharonot, les États-Unis ont peur que Netanyahou ne veuille plus de ce cessez-le-feu, et donc ils viennent discuter avec lui pour être sûr que tout ça ne dérape pas. Ah oui, d'accord. Justement, j'allais te poser la question sur qu'est-ce qu'on peut attendre, qu'est-ce qui peut ressortir de cette rencontre entre J.D. Vance et Benjamin Netanyahou. Mais selon toi, en tout cas selon la presse israélienne, ce serait pour voir comment Benjamin Netanyahou pourrait briser le cessez-le-feu et sous quelles conditions, et qu'en pensent les Américains. C'est à ça à quoi on peut s'attendre? Non, les Américains veulent empêcher justement ce dérapage que pourrait vouloir Benjamin Netanyahou. Et dans le même temps, il faut savoir qu'il y a une centaine de soldats américains, états-uniens qui sont arrivés aussi en Israël ces derniers jours, qui sont là notamment pour la mise en place de cette force d'interposition dont je parlais tout à l'heure, qui serait composée de soldats du Qatar, de la Turquie et de l'Égypte. Donc il y a un investissement très très fort et physique, y compris de la part des États-Unis. Quand on pense que Donald Trump était il y a encore quelques jours en Israël, maintenant, où il a même parlé à la Knesset, devant le Parlement israélien. Maintenant, c'est le vice-président qui est là. Jared Kushner, son gendre, et Witkoff, dont je me souviens pas le prénom. Jason ou Steve Witkoff. Steve Witkoff et Jared Kushner sont toujours sur place. Donc, ça dénote une volonté d'être présent tout le temps, de maîtriser tout le processus et surtout d'éviter tout dérapage. Et donc ça, c'est particulièrement intéressant. Et en même temps, ça peut être inquiétant quand même, puisque si les États-Unis se sentent obligés de se déployer de la sorte, c'est qu'ils n'ont pas totalement confiance en leur grand allié Benjamin Netanyahou. Merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent dans le chat. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire des remarques. N'hésitez pas, on est aussi là pour ça. Pierre est aussi là pour ça. Peut-être une dernière question, à moins que tu aies d'autres choses à nous dire, Pierre. Il y a eu des grandes manifestations contre la politique de Netanyahou en Israël. Une des plus grandes revendications, c'était évidemment la libération des otages israéliens. Maintenant que c'est fait ou que c'est en train d'être fait, est-ce que la société civile israélienne continue à se mobiliser contre la guerre de Netanyahou et contre sa politique d'extrême droite? Ou est-ce que maintenant que les otages sont libérés ou sont en train de l'être, est-ce que la société israélienne a arrêté de se mobiliser contre Netanyahou? Il faut attendre les jours qui viennent pour voir comment ça va se passer, puisque on peut comprendre que le fait qu'il y ait le retour de tous ces captifs israéliens qui ont été détenus pendant 2 ans, pour les derniers, ça crée quelque chose dans la société qui est de l'ordre de la joie, et évidemment ça donne du grain à moudre à ceux qui sont des soutiens inconditionnels de Netanyahou et sa clique d'extrême droite, pour dire, vous voyez, ça a été la bonne stratégie qu'a utilisée le Premier ministre, au détriment, évidemment, sans parler évidemment des plus de 66 000 morts palestiniens, et ce n'est que le début, puisqu'on va, avec le déblayage de toutes les ruines, on va évidemment malheureusement découvrir de nouveaux corps. Donc pour l'instant, cette société israélienne, en tout cas la majoritaire, n'est pas dans la démonstration, n'est pas dans la manifestation, puisque la presse israélienne regorge de récits
de la part de ceux qui ont été détenus. Donc certains alimentent un peu tout ça. Ça va être plus compliqué. Pour la gauche, la vraie gauche israélienne, notamment les communistes, depuis le début, notamment lorsque Donald Trump s'est adressé à la Knesset la semaine dernière, Ofer Kassif et Ayman Odeh, deux députés communistes israéliens, ont brandi des panneaux avec « Reconnaissez l'État de Palestine » et ils ont été expulsés manu militari de la Knesset. Donc il y a toujours cet embryon-là qui essaie de faire exister une vision autre que la vision purement sioniste des choses. Et puis il y a aussi certains partis sionistes de gauche qui essayent de combattre politiquement Benjamin Netanyahou. Mais celui-ci a le vent en poupe. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il vient d'annoncer qu'il serait candidat l'année prochaine aux élections législatives qui sont prévues pour donc 2026 et qu'il pourrait même peut-être avancer au mois de mai ou au mois de juin alors qu'elles sont prévues au mois de novembre. Donc c'est dire que les quelques sondages qui existent, mais les sondages sont toujours à prendre avec des pincettes, que ce soit là-bas ou chez nous d'ailleurs. Certains sondages donnent le Likoud avec des 10 députés de plus que la législature précédente et une extrême droite qui resterait plus ou moins à ce qu'elle est. Donc, la société israélienne est encore empêtrée dans ces contradictions et dans cette politique qui est toujours présentée comme la seule possible, c'est-à-dire celle qui fait d'Israël l'éternel agressé, alors qu'Israël est un pays qui en occupe un autre. Et donc, c'est ça les véritables questions, y compris qu'ils sont, si je reviens à la tienne précédemment, c'est ça qui n'est pas posé, y compris dans les 20 points de Trump, c'est-à-dire que l'occupation n'est pas nommée, et je pense que l'occupation est quelque chose qui gangrène, y compris la société israélienne, et ta question est d'autant plus importante que je pense qu'une des solutions, et notamment y compris pour les Palestiniens, c'est que la société israélienne réalise que l'occupation les amène dans le mur, en plus des Palestiniens. Peut-être une dernière question du chat qui nous dit on sait que cette paix est un leurre. Alors déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça? Quelle solution a-t-on à l'international? Est-ce que c'est un leurre? Je ne sais pas. Je ne pense pas que ce soit important de donner un nom comme ça. Je pense que l'important, c'est de voir quel processus. D'abord, je pense qu'il faut se féliciter obligatoirement du fait de l'arrêt de cette guerre. Il faut penser aux Palestiniens, c'est-à-dire c'est pas nous devant nos écrans, c'est les Palestiniens eux qui subissaient ça tous les jours. Et le fait que maintenant ils peuvent quand même plus ou moins regarder le ciel sans entendre des drones ou sans voir des avions de chasse leur balancer des missiles, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, très franchement. Je pense que les gens, au bout de 2 ans de cette guerre terrible qu'on a rarement vue dans les dernières décennies quand même. Moi, encore une fois, moi, j'ai fait toutes les guerres à Gaza avant celle-là. Bon, celle-là, on n'a pas pu entrer, on ne peut pas entrer. Mais c'est sur la durée et sur le volume de ce qui a été fait qui est pire que d'habitude. Donc ça, il faut le réaliser. Ça, je crois que c'est bien. Après, effectivement, il faut se battre beaucoup plus fort, il faut faire pression sur les gouvernements, il ne faut pas laisser simplement les États-Unis, Israël et les pays arabes. Bien sûr, Emmanuel Macron était à Sharm el-Sheikh lors de la signature du cessez-le-feu, du protocole de cessez-le-feu. Mais très franchement, l'Union européenne ne joue pas son rôle, et la France non plus. Quand la France reconnaît l'État de Palestine le 22 septembre, on peut s'en féliciter, effectivement, mais ça n'est pas suffisant, évidemment. Il faut se donner les moyens. Se donner les moyens, c'est en finir avec l'occupation. Je veux dire, tant que ça ne devient pas un mantra pour les pays, rien ne pourra être fait. Et effectivement, toute paix ou tout cessez-le-feu ou tout arrêt des combats sera vraiment un peu illusoire sur la durée. Et donc, je crois qu'il faut maintenant dire la fin de l'occupation doit être le début du processus de paix et non pas l'inverse. Et je crois qu'il faut changer cette façon de penser les choses. Un processus de paix ne doit pas aboutir à la fin de l'occupation. C'est la fin de l'occupation qui permettra l'ouverture d'un vrai processus de paix. L'histoire le montre, l'expérience le montre, et c'est sur ça que les pays aujourd'hui doivent intervenir, et c'est sur ça que tout repose. C'est la fameuse un peu troisième phase dont on parlait tout à l'heure,
s'il n'y a pas au bout la création d'un État de Palestine viable dans les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, il est à craindre que ce qu'on a vécu ces dernières années ne se reproduise. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir un petit peu éclairé sur le contexte international au Proche-Orient.